Bien, donc nous allons pouvoir passer à la correction du deuxième quiz qui portait sur le chapitre du droit des contrats. D'accord. Alors, la première question, laquelle de ces propositions est fausse? Lorsque le contrat est valablement formé, il doit être exécuté. Il peut être exécuté, il tient lieu de loi entre les parties. Il ne peut être modifié que d'un commun accord entre les parties. Ici, la mauvaise réponse était il peut être exécuté, puisque je vous rappelle que le contrat a une force obligatoire. Ça veut dire qu'à partir du moment où les parties ont donné leur consentement, à partir du moment où il y a eu l'échange du consentement, de la volonté, le contrat tient lieu de loi entre les parties, donc il remplace la loi, et donc il doit être exécuté. C'est la force obligatoire du contrat. Il ne peut être modifié que d'un commun accord. C'est-à-dire qu'une partie ne peut pas décider de modifier unilatéralement le contrat. Donc, sinon, ça n'a plus de sens. Donc la réponse qui était fausse ici, c'est il peut être exécuté. Non, c'est pas il peut être, c'est il doit être exécuté. Bon. Question suivante. Laquelle de ces propositions est fausse? Lors de l'exécution du contrat, la bonne foi est exigée, la bonne foi est facultative, la bonne foi est présumée. Alors, on avait déjà discuté, il y a déjà eu une question relative à la bonne foi dans le contrat 1, dans le quiz contrat 1. Alors, présumer, ça veut dire quoi? Parce que je pense que c'est ce terme peut-être qui a dû poser problème. Présumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à moins d'en apporter la preuve contraire, les parties ont exécuté le contrat de bonne foi, à moins d'en apporter la preuve contraire. Donc, par conséquent, si un litige était porté devant un juge relatif à la mauvaise foi d'une des parties, il faudrait que la partie qui invoque cette mauvaise foi puisse le prouver. Donc ici, la mauvaise réponse, enfin la réponse qu'il fallait cocher, c'était la bonne foi est facultative, puisqu'on sait que la bonne foi est obligatoire. Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, non rémunérée, idem pour tous les salariés, obligatoire dans le contrat de travail. Une seule des réponses est bonne. Alors, peut-être que ce type de clause ne vous dit rien, ça me permet de vous l'expliquer. Une clause de non-concurrence permet à un employeur, en l'insérant bien sûr dans un contrat, de se prémunir de l'activité du salarié qu'il fera une fois qu'il aura quitté l'entreprise. C'est-à-dire que l'employeur peut interdire, alors bien sûr le salarié sera d'accord, puisque la clause est négociée dans le contrat de travail. Par cette clause, l'employé qui quitte l'entreprise s'interdit d'aller travailler et de faire concurrence à son employeur. Alors, il y a plusieurs limites et plusieurs obligations relatives aux clauses de non-concurrence. La première, c'est qu'il faut qu'elles soient limitées dans le temps. Voilà pourquoi ici, c'était la bonne réponse. D'accord. On ne peut pas dire éternellement, monsieur, vous ne pourrez plus travailler dans un garage de voitures comme vendeur. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elles soient limitées dans le temps. Généralement, dans la pratique, les clauses de non-concurrence sont limitées entre 1 et 2 ans. Ensuite, il faut qu'elles soient limitées géographiquement. Idem, on ne peut pas dire vous n'avez pas le droit ou vous vous interdisez d'aller travailler dans toutes les entreprises de France. Donc il faut qu'elles soient limitées. On pourrait, dans la métropole lilloise par exemple, ou encore dans le département, si mon entreprise a un rayonnement départemental. Troisième chose, il faut qu'elle soit limitée à un type d'emploi, évidemment. Et ensuite, ce sont les conditions de validité. Par contre, il y a des contreparties obligatoires. Il faut que la clause soit rémunérée, c'est-à-dire que comme on va limiter la liberté d'action de l'employé qui quitte l'entreprise, on va lui en donner une compensation, donc on va le rémunérer. Et ensuite, bien sûr, il faut que cette clause soit nécessaire et utile pour l'entreprise. Clairement. Si j'ai un salarié qui est un commercial, parce que les clauses de non-concurrence s'appliquent surtout pour les commerciaux, qui connaît tous mes prix, qui connaît le carnet de clients, qui connaît les forces et les faiblesses de nos produits, etc., s'il va travailler chez un concurrent, effectivement, il va pouvoir se servir même honnêtement
de ces informations et éventuellement me faire concurrence. Voilà là, une clause de non-concurrence qui serait utile. Mais par exemple, concernant une secrétaire, voilà, à moins qu'elle ait accès à des informations ultra confidentielles, mais une secrétaire, une standardiste qui répond au téléphone, il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise de limiter son emploi futur. D'accord. Donc, ça serait par exemple une clause de non-concurrence qui ne serait pas applicable. Voilà pourquoi, notamment, elle n'est pas obligatoire dans tous les contrats. Alors, question suivante. Une clause pénale est une sanction pénale. Je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé. Non, une clause pénale n'est pas une sanction pénale. Une clause pénale prévoit de façon forfaitaire les dommages et intérêts qui seront alloués à une partie dans le cas où l'autre partie n'effectuerait pas correctement ses obligations. J'ai pas livré en temps et en heure alors qu'il était prévu que je livre le 22 octobre. Je ne peux pas livrer le 22 octobre. Je livre le 30 octobre. J'ai pas respecté mes obligations. D'accord. Par conséquent, une clause pénale peut venir sanctionner de façon forfaitaire mon inexécution. L'obligation de sécurité peut être de moyens ou de résultats. Alors peut-être encore une question un peu plus difficile qui demandait peut-être quelques recherches. L'obligation de sécurité, elle est attachée à certains contrats, notamment les contrats de transport, mais aussi les contrats de loisirs, etc. C'est-à-dire que le transporteur avec qui vous signez un contrat de transport, le contrat de transport, il est assez symbolique, hein, c'est votre ticket de métro ou c'est votre ticket de transport ferroviaire. Le transporteur a l'obligation de vous amener à destination en toute sécurité. L'obligation de sécurité de moyens, c'est qu'il doit mettre tout en œuvre. Malgré tout, il se peut que, par exemple, il n'y arrive pas, qu'il y ait un accident. L'obligation de résultat, c'est qu'il faut mettre tout en œuvre, plus réussir absolument. Prenons l'exemple d'un médecin. Un médecin doit vous soigner, mais il n'a pas l'obligation de réussir à vous soigner. Par contre, il doit effectivement vous traiter. C'est-à-dire là, ce sont les moyens qui sont mis en œuvre. Donc effectivement, une obligation de sécurité peut être soit dans certains cas une obligation de moyens, ou soit dans certains cas une obligation de résultat. Ici, la question était plutôt l'occasion de faire un petit point sur les obligations de moyens et les obligations de résultat. Les obligations de moyens sont celles relatives qui portent sur la mise en place de tous les éléments nécessaires au résultat. Mais le résultat peut ne pas être atteint. Alors qu'une obligation de résultat, on doit mettre en place tous les éléments, plus on doit obligatoirement atteindre le résultat en cas. Si on n'atteint pas le résultat, c'est une faute contractuelle. Une clause de limite de responsabilité peut être révisée par le juge. C'est vraiment la grosse différence avec la clause pénale, d'accord? La clause de limitation de responsabilité ne peut pas être révisée par le juge, alors que la clause pénale peut être révisée par le juge si elle était trop importante ou trop minime par rapport à l'inexécution contractuelle et au préjudice subi. En cas d'inexécution contractuelle, je ne peux pas inexécuter ma propre obligation, rompre unilatéralement le contrat, obtenir une réduction du prix, annuler le contrat suivant. Vous savez qu'en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, il y a 5 remèdes. Quand nous les avons vus en cours, je vais quand même les répéter. L'inexécution, l'exception d'inexécution, c'est-à-dire que moi, je ne ferai pas ma propre obligation. Donc ici, la première était valable, donc ça ne peut pas répondre à notre question. La deuxième, c'est d'obtenir une réduction du prix. La troisième, c'est d'annuler le contrat ou d'obtenir la résolution du contrat, soit en application d'une clause résolutoire, soit en application d'une résolution judiciaire ou d'une rupture unilatérale du contrat. La quatrième possibilité, c'est d'obtenir l'exécution forcée en nature, c'est-à-dire obliger le co-contractant à s'exécuter. Et la dernière, c'est le fait d'obtenir des dommages et intérêts pour compenser son préjudice. Dans ces 5 remèdes, il n'y a pas annulé le contrat suivant. Donc ici, c'était la réponse qu'il fallait cocher. Le contrat synallagmatique de vente vaut vente.
Oui, oui, alors même si c'est un avant-contrat, d'accord, les deux parties se sont engagées dans une promesse de signer le contrat. Je vous rappelle que la promesse, on ne peut pas se rétracter. La promesse, la personne qui se rétracte, l'autre partie, même dans la promesse unilatérale, hein, l'autre partie, si elle devait accepter, le bénéficiaire donc, de cette promesse, s'il devait accepter la promesse, peut faire forcer le contrat. Donc, d'autant plus si les deux sont déjà engagés via une promesse synalagmatique. Je vous rappelle que c'est une promesse bilatérale. Les deux parties sont engagées. Donc, effectivement, la promesse synalagmatique vaut vente puisqu'on ne pourra pas en sortir. Bien sûr, sauf application de clauses particulières qui auraient été prévues dans le contrat. Je pense notamment, puisque les promesses synalagmatiques, c'est ce qu'on retrouve dans les compromis de vente en matière immobilière. Dans les compromis de vente, il y a souvent des clauses suspensives qui permettent éventuellement à une partie de pouvoir se dégager de la promesse, mais en application de cette clause. S'il n'y a aucune clause, ou si on ne peut pas appliquer la clause suspensive, par contre, les parties seraient irrémédiablement liées. Une offre sans délai parvenue à son destinataire peut être rétractée sans conséquence. Alors, ça nous permet de faire le point et de revenir sur la problématique de la rétractation de l'offre par le pollicitant. Le pollicitant, je vous rappelle que c'est celui qui fait l'offre. On ne va pas dire l'offrant, hein. En droit, on dit le pollicitant. Donc, la personne qui aurait fait une offre, qui serait parvenue à son destinataire, ne peut pas se rétracter sans conséquence. Malgré tout, quelle est la conséquence? La seule conséquence possible, c'est l'obtention de dommages et intérêts par la partie qui aurait été lésée. Au contraire de la promesse unilatérale, quand une promesse unilatérale est rétractée, la sanction de cette rétractation fautive, c'est la conclusion malgré tout du contrat. On peut forcer le contrat. Alors que dans une offre, non, c'est quand même une rétractation fautive. Oui, il y a une faute, mais on ne pourra obtenir que des dommages et intérêts. Et en général, les dommages et intérêts, je vous rappelle qu'ils doivent réparer un préjudice et que le préjudice. Il y a rarement des préjudices qui sont très, très, très importants en cas de rétractation fautive d'une offre. La dernière question, une promesse unilatérale non tenue n'entraîne pas la partie lésée, n'entraîne pour la partie lésée que l'allocation de dommages et intérêts. Moi, j'ai pratiquement répondu à cette question précédemment. Non, ça n'entraîne pas que l'allocation de dommages et intérêts, ça entraîne la conclusion du contrat malgré euh, la rétractation du promettant. Voilà pour la correction de ce petit quiz.